malheureusement, toutes ces énergies faciles à utiliser, fortement concentrées, ben ce sont des énergies fossiles. On a eu le charbon dans un premier temps, qui avait un pouvoir calorifique au kilo bien supérieur au bois. Hein. Et donc, ben, malheureusement, on a des souvenirs avec les smogs en ville, etc. Ça faisait quand même des morts. Hein. Donc on a arrêté ça, on est passé au bois. Et là, après, oui, l'énergie fossile a été tellement simple à utiliser que, et en plus, on avait les moyens de l'acheter. Et en plus, elle n'était pas chère. Et en plus, pour beaucoup, on ne savait même pas que ça polluait. Ou tout au moins, ça nous arrangeait de ne pas le savoir. Oui, oui, non, ça, bien sûr. Hein. Arrêtons de dire je veux une maison BBC, je veux une maison qui soit raisonnable. Et raisonnable, ça s'appelle la loi de Pareto. Et la loi de Pareto, ah ouais, chez nous, elle est importante, la loi de Pareto. Hein. C'est avec 20% de la dépense, de la consommation, de l'investissement, on l'appelle comme on veut, j'ai atteint 80% de ce que j'aurais pu faire si j'avais été parfait. Eh bien, je suis parfait dans le sens où je n'ai pas dépensé trop pour atteindre quelque chose d'extrêmement raisonnable, et ça, c'est déjà très bien. Bonjour Claude. Bonjour Geoffrey. On a souvent des clients qui viennent nous voir pour savoir comment rendre leur maison, une maison ancienne, maison en pierre, maison en pisé, à un niveau BBC. Ouais. Basse consommation. Maison, ouais, maison basse consommation, qui est normée, hein, ça correspond à combien? Nombre, cinquantaine de kilowattheures? Oui, 50 kWh mètre carré habitable à l'année, c'est un peu l'objectif. Alors, en fonction de est-ce que c'est un bâtiment remarquable, etc. Donc, il y a des associations, enfin une particulièrement, qui a développé une norme là-dessus. Alors, bon, on adore les normes. Hein. C'est bien parce qu'on peut avoir une certification qu'on est BBC. Voilà. Ok, parfait. On change d'individu qui va vouloir chauffer 1 degré de plus, on n'est plus BBC, mais elle a été BBC. Enfin, c'est comme ça. Donc, oui, effectivement, on a beaucoup de gens qui, sachant que le BBC est possible, et en particulier dans le neuf. Et en particulier dans le neuf, puisque la notion de BBC, en fait, le bâtiment, on part toujours de normes qui sont, ou de labels qui sont édictés pour du neuf, puis après, on essaie de voir comment on peut l'appliquer à l'ancien, espérant qu'on va amener l'ancien au niveau du neuf. Fort bien. On achète une voiture qui a 20 ans, on en fait ce qu'on veut, on y fait ce qu'on veut, ça va être quand même difficile d'en faire une neuve. Ça, on le comprend pour nos voitures. Mais les maisons, ben non, il faut qu'elles aient la même performance. Alors, c'est plus facile que sur une voiture de la faire s'approcher des performances d'une maison contemporaine, récente. Parce qu'en fait, pour faire une maison basse consommation, la première des choses, il faut faire qu'elle fuit peu. Pour qu'elle fuit peu, il faut qu'on travaille sur des parois, les parois extérieures, de telle sorte à en limiter la fuite de calories vers l'extérieur. Et pour ça, on va essayer de générer de la masse dedans. On va isoler plutôt dehors. On va essayer de couper les ponts thermiques. Alors, toutes ces choses-là sont possibles, mais si je suis devant une maison qui a ce qu'on appelle des modénatures, des jolies corniches, des encorbellements et que sais-je d'autre, si je l'isole par l'extérieur, j'ai plus rien de tout ça, quoi. Donc, est-ce que ma maison va garder son cachet? Pas sûr. Si c'est une maison en pierre, que je l'isole par l'extérieur, et qu'une partie de sa beauté, c'était les pierres de taille bien alignées, etc., dommage. Si je suis dans le nord et que c'est une maison en briques et que je suis dans une zone où je dois garder mes briques apparentes, il va falloir que je travaille par l'intérieur. Si je travaille par l'intérieur, je vais avoir des murs de refend qui vont générer des ponts thermiques. Parce que c'est des maisons qui ont été conçues, mais sans cet objectif et avec les contraintes de l'époque, du moment de leur construction. Les contraintes à l'époque, c'était on construit avec ce qui est local, donc avec ce dont on dispose. Et il n'y avait pas une industrialisation qui est celle qu'on a maintenant. On ne transformait pas à outrance comme on le fait maintenant, sachant que ce qu'on oublie, c'est que chaque fois qu'on fait des matériaux hyper pointus, très souvent ils sont
hyper consommateur d'énergie pour arriver à un tel résultat. Et autrefois, on n'avait pas, on ne disposait pas d'autant d'énergie pour fabriquer. On ne transportait pas. Et tout le transport. Le transport. Hein. Donc on travaillait avec les matériaux locaux. Les artisans qu'on appelait les hommes de l'art étaient formés avec à utiliser les matériaux locaux. On avait des architectures qui étaient faites de telle sorte à ce qu'elles répondent à un usage qu'on avait de la maison. Et aujourd'hui, on n'a plus le même usage. On pense il y a environ un siècle et demi, la France était encore à 70-80% rurale. Et dans la ruralité, tout le monde avait plus ou moins des animaux. Et quand on n'avait pas forcément 10 vaches, ce qui était déjà une très grosse ferme à certaines époques, hein, mais on avait 2 chèvres, 3 lapins, etc. Bon, on avait un peu de fourrage qu'on gardait dans le grenier, ça faisait isolant. On avait le grenier qui n'était pas habité, donc ça faisait un espace tampon, etc. On avait les animaux parfois à côté. Tout ça apportait du confort. Enfin, du confort, tout relatif, mais c'est vrai qu'on avait la chaleur animale qui était là, hein, et on se chauffait quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui. Je pense que quand on avait 13, 14, 15 degrés dans une maison qu'on chauffe peu, voire pas, elle se maintient assez naturellement proche des 13, 14, 15 degrés. Hein. Donc finalement, aujourd'hui, on veut les amener à un niveau de confort beaucoup plus élevé en consommant pas d'énergie. Pourquoi veut-on les amener à ce niveau de confort plus élevé? Parce qu'au fur et à mesure qu'on a eu des moyens qui ont cru, hein, le PIB a augmenté, etc. On a tous eu un peu plus de moyens financiers. On a moins travaillé dans les champs. On est petit à petit, on s'est reconcentré, on est venu vivre à l'intérieur de nos habitats. La salubrité a énormément progressé. Et surtout la disponibilité de l'énergie. Et la disponibilité de l'énergie. Et l'accessibilité. Oui, parce que quand vous faites avec du bois, vous vous chauffez au bois. Tous ceux qui chauffent au bois savent que quand on consomme 15 stères de bois, c'est 15 mètres cubes qu'en 4 mois d'hiver à peu près, on amène depuis la grange jusqu'à l'intérieur de la maison et qu'on brûle. Mais c'est que ces 15 mètres cubes de bois, ils sont pas arrivés tout seuls. Hein. Il a fallu le couper, enfin les abattre. Donc déjà, il faut qu'il y ait du bois disponible. Il faut l'abattre, il faut le débiter, enfin le couper à longueur, le pré-débiter, le transporter, le laisser sécher pendant 2 ans ou 3 ans. Et après, on le recoupe à longueur, on le met à l'abri pour pas qu'il mouille pendant l'hiver où on va le brûler, parce que chaque fois qu'on consomme de l'énergie pour sécher le bois, parce que du bois mouillé, ça ne brûle pas, il faut qu'il soit sec. Et donc si on le stocke dehors et qu'il mouille, et qu'on le rentre et qu'on le met dans le feu, il faut d'abord que le feu sèche le bois, avant que lui-même ne devienne un bon combustible pour en chauffer d'autres. Donc on a énormément d'énergie qui part dans l'évaporation de l'eau, ça n'a strictement aucun sens. Et donc, quand on brûle 15 stères par hiver, selon les essences qu'on brûle, il faut 2 à 3 ans. Ça veut dire qu'on tourne sur un stock de 40-50 stères qui se trouve quelque part, soit chez moi, soit chez l'agriculteur qui le stocke pour le sécher, mais quoi qu'il en soit, c'est du volume consommé. Et d'un coup, 15 stères, ça va représenter 15 mètres cubes, allez, on va arrondir, hein, 500 kilos le mètre cube, 5 x 5, 25, 5 x 7 et 2, 7, 7 tonnes 5 de bois, hein, 7500 kilos, on a à peu près 4 kWh par kilo, 7500 kilos, 7 x 4, 28, ouais, on a de tête, j'arrive plus à garder tous les chiffres, mais on a un nombre de kilowattheures disponibles qui est, si on compare, 1 kilo de bois, c'est un volume assez gros. En plus de ça, le bois n'est quand même pas carré. Hein. Donc quand on fait un stère de bois, on a 0,6, 0,7 mètres cubes de bois. Parce qu'il y a tout l'air qui est entre les pièces de bois. Hein. Et ce kilo de bois, il a un poids volumique d'environ 500 kilos au mètre cube. On prend du fioul,
ben, il a 1 kilo, c'est à peu près 1 litre. Donc il est déjà beaucoup plus concentré. Et dedans, j'ai presque 10 kWh de puissance. Donc plus du double. Plus du double. Et on a presque 2 fois et demi, en tout cas, de puissance de chauffe dans le même poids. Et en plus de ça, le fioul, je n'ai pas besoin de le laisser sécher. Le fioul, je téléphone à mon fournisseur Ah oui, et il vient avec un camion citerne. On déroule 50 mètres de tuyaux, on branche à la citerne, on balance dans la citerne. En 10 minutes, on a transféré 1000 litres. On donne la facture, on s'en va. Et après, c'est une pompe qui vient alimenter automatiquement une chaudière. Ça n'a plus rien à voir avec tout le stock de bois qu'on véhiculait. Donc on a eu des facilités. Et donc, malheureusement, toutes ces énergies faciles à utiliser, fortement concentrées, ben ce sont des énergies fossiles. On a eu le charbon dans un premier temps, qui avait un pouvoir calorifique au kilo bien supérieur au bois. Et donc, ben, malheureusement, on a des souvenirs avec les smogs en ville, etc. Ça faisait quand même des morts. Donc on a arrêté ça, on est passé au bois. Et là, après, oui, l'énergie fossile a été tellement simple à utiliser que, et en plus, on avait les moyens de l'acheter. Et en plus, elle n'était pas chère. Et en plus, pour beaucoup, on ne savait même pas que ça polluait. Ou tout au moins, ça nous arrangeait de ne pas le savoir. Oui, non, ça, bien sûr. Et donc, à partir du moment où c'est disponible, j'ai les moyens de l'acheter, ça améliore mon confort, et je ne me doute même pas que ça génère de l'inconfort et que ça bouleverse le climat, pourquoi je m'en priverais? Ouais. Alors maintenant qu'on a un peu moins d'énergie, enfin, l'énergie est plus chère. Oui, non, mais elle est infiniment plus chère, plus chère, plus donc on se difficile. dit, bon, on va essayer d'en consommer moins. Oui. Est-ce à dire alors que ces habitats, sachant que c'est compliqué de les rendre techniquement BBC, est-ce qu'on est condamné à être dans l'inconfort ou à avoir des factures d'énergie qui partent on ne sait pas où? Oui. Alors c'est là qu'effectivement, où il est totalement légitime pour les gens qui ne sont pas avertis du fonctionnement et de ce qu'est un ressenti de confort, etc., de se dire, puisque il y a des gens qui font des maisons qui consomment quasiment rien, donc qui ne leur coûtent rien à l'exploitation, est-ce que moi, je ne pourrais pas avoir une maison qui ne me coûte rien à l'exploitation? Alors soyons clairs, on prend la pire des maisons anciennes qui consomment énormément d'énergie, on peut en faire une maison passive. Il suffit éventuellement de finir avec 4 mètres cubes au milieu de la pièce, tout isolé tout autour, et voilà, on va avoir quelque chose qui va être passif. Est-ce que ça a un sens? Non. Donc, à un moment donné, il faut effectivement essayer de trouver le compromis. Mais le compromis, donc on a vu qu'on ne peut pas continuer à consommer autant. On a aussi des vidéos dans lesquelles on a particulièrement développé tout ça. On ne peut pas parce qu'on pollue, on ne peut pas parce que c'est compliqué, on ne peut pas parce que ça coûte cher. Et d'un coup, les gens se disent, mais est-ce que je suis condamné à mourir de froid, quoi? Parce qu'on en est presque à croire qu'on meurt de froid quand on ne chauffe pas une maison. Non, on ne meurt pas de froid. Par contre, on vit dans l'inconfort. Donc, si on n'a pas fait ce qu'il faut faire en parallèle, pour éviter justement d'être trop dans l'inconfort. Alors, oui, il y a plein de choses à faire. Objectivement, ce que je dirais en tout premier, c'est la première des choses pertinentes à faire dans une maison ancienne, dans le ciblage que l'on se donne de ce qu'on veut en faire, de l'usage qu'on veut en avoir, c'est de se dire « je n'en ferai pas une maison à basse consommation d'énergie ». Ça, c'est la première des sagesses. Maintenant, la deuxième des sagesses, c'est de se dire « mais puisque je n'en ferai pas une maison basse consommation d'énergie, mais que je ne veux pas vivre dans l'inconfort total, l'hiver entre autres, qu'est-ce que je peux faire ?» C'est ça la grande question. Et donc, on a plein de pistes pour ça. La première, c'est quand on achète une maison qui a des annexes,
artisanal, de stockage, de commerce, parce qu'en ville ou à la campagne, il y a des épiceries qui se vendent. Donc il y avait la partie bistrot, il y avait la partie épicerie, il y avait la partie où on vivait, etc. Et d'un coup, il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus d'épicerie, et il n'y a plus que la partie où on vivait. Et on se dit, je vais vivre dans 3 fois plus grand. Est-ce que c'est sage? Ça, c'est la première des questions à se poser. Donc, essayez peut-être de déterminer dans quelle surface habitable je pourrais être bien. Et cesser de penser que si on n'a pas 50 mètres carrés en jouissance individuelle par individu, là je me répète un peu, mais 50 mètres carrés par personne en surface habitable, c'est pas confortable. C'est-à-dire que j'ai 200 mètres carrés disponibles entre l'atelier ancien ou la grange ou l'étable, plus la partie habitable, plus la cave, plus le grenier. Je peux faire 200 mètres carrés. On est 4, ça va faire 50 mètres carrés par personne. Qu'est-ce qu'on va être bien? Oui, mais sauf que plus on a de mètres carrés habitables, plus on a de mètres carrés de murs, de parois extérieures, sol, mur, toit, et donc plus on a de sources de fuite, puisque on oublie ça. Mais dans le passif, dans l'idéal, il faudrait essayer de construire ou de transformer ou d'aménager la surface en jouissance la plus petite possible pour avoir le plus grand bonheur possible dedans. Et ça, c'est la première piste. Une des autres pistes, ce serait de se dire que, par exemple, l'hiver, on sait qu'on perd beaucoup par le toit. Est-ce que je dois obligatoirement rendre ma partie étage habitable? Ou est-ce que je peux la garder en grenier ou en partie en grenier? Parce que le grenier, c'est un volume tampon. Le grenier permet de ne pas trop fuir. Est-ce que je dois aller vers la maison individuelle, toute seule, au milieu de son terrain? Effectivement, on peut tourner autour, on peut faire ce qu'on veut, on ne doit rien à personne, on a sa petite maison sur son petit terrain. C'est une sorte de confort aussi. Sauf que la petite maison sur son terrain, elle a 4 murs à minima et un toit. Donc sur 6 faces, il y a une face au sol, une face en haut, 4 autour. Sur 6, elle en a 5 qui fuient. Alors que lorsque j'en suis dans une maison de ville, qu'elles sont accolées les unes aux autres, je ne fuis pas en dessous, je ne fuis pas à gauche, je ne fuis pas à droite, je fuis derrière, je fuis devant et je fuis dessus. Je n'ai plus 5 parois fuyantes sur 6, mais seulement 3. Et si j'ai moins de fuite, j'ai moins de perte de chaleur, j'ai moins de besoin de compenser, et donc, à surface en jouissance égale, je vais forcément avoir moins de consommation. Donc c'est aussi prendre ça en considération. Et si, en plus de ça, j'achète dans de l'empilage, c'est plus une maison individuelle, non. Ça devient un immeuble avec des appartements. Oui. Un appartement, d'un coup, il n'a plus que, s'il est traversant, et s'il n'est pas au bout de l'immeuble, il n'a plus que 2 parois qui fuient sur 6. Et est-ce que je vais devoir consommer autant pour rester dans une même température, en admettant qu'on se donne pour cible une température déterminée, et que les parois soient au même niveau de performance thermique dans une maison que dans un appartement? Dans un appartement, forcément, c'est mathématique. Je vais consommer 2 à 3 fois moins d'énergie. Alors bon, est-ce que j'ai envie de vivre dans un appartement? Autre question. C'est autre chose. Ça, c'est pour ceux qui sont dans le choix de leur habitat, mais ceux qui sont déjà dans leur habitat. Oui, alors là, effectivement, ceux qui sont dans le choix de l'habitat, c'est déjà peut-être considérer que ça n'est pas parce qu'on n'a pas fait une maison BBC qu'on a mal fait. Le ciblage, c'est pas parce que j'ai pas gagné de rallye ou de Grand Prix de Formule 1 que je suis un mauvais pilote. C'est que simplement, je ne suis pas pilote de Formule 1 ni de rallye. Et donc moi, si c'est pour aller au boulot le matin, ce qui compte, c'est que je tue personne,
que personne ne me tue et que je consomme raisonnablement pour me déplacer. C'est ça. Et dans ma maison, eh bien, si je n'ai pas atteint une maison hyper performante, etc., mais que globalement, je consomme de façon raisonnable, je vais déjà être très pertinent. Qu'est-ce que ça veut dire consommer de façon raisonnable? Oui, j'allais te poser la question. Voilà. Hein. Ben, consommer de façon raisonnable, c'est déjà avoir été raisonnable dans les surfaces, c'est avoir été raisonnable dans la température à laquelle je souhaite vivre, et pour limiter en hauteur, enfin en température élevée, ma recherche de confort, je dois miser sur d'autres choses. Et le miser sur d'autres choses, c'est quand il fait moins 10 dehors, si je garde un petit pull dedans, c'est pas scandaleux, quoi. Donc c'est peut-être se dire, je dois m'habiller un peu plus. Parce que le ressenti de confort, il est d'abord sur ma petite personne à moi. Comment j'échange avec mon environnement. Et donc si je garde un pull à l'intérieur, ou si j'ai un t-shirt un peu plus épais ou à manches longues, ou si au lieu de me promener à pieds nus, je garde des chaussettes épaisses, ou je porte des chaussons à semelles épaisses, ou je mets des tapis sur mon sol, je vais déjà limiter mon besoin en chauffage. Et si on va sur l'enveloppe, qu'est-ce qu'on peut faire? Et si on va sur le système de production de chaleur, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors sur l'enveloppe, on va essayer de la rendre performante, raisonnablement. Est-ce que, alors, au lieu de se dire « je veux ne plus rien consommer », ça, on l'entend ça. Les gens disent « mais moi je ne comprends pas qu'on soit encore obligé de consommer, etc. » Oui, effectivement. Donc si au lieu d'essayer d'avoir une enveloppe extérieure extrêmement performante, au sol, sur les murs, au toit, on se dit chacune de mes parois, qu'est-ce que je peux y faire raisonnablement? Si j'ai des parois en pierre, des murs épais en pierre de 60-80 cm ou en pisé de 50-60 cm, ou à ossature bois, style les maisons normandes, les maisons à colombage, les maisons alsaciennes dans les Landes, etc. J'ai déjà 25 ou 30 cm de torchis, de mélange de terre-paille, etc. J'ai déjà une certaine performance. Donc je prends mes parois, elles ont une performance déterminée. Elles fuient. Ok, je regarde ma fuite. On a des thermiciens qui savent très bien faire ça. Ils ont des logiciels, c'est plus ou moins précis, mais c'est quand même pas mal. Hein, c'est même très bien. Et on dit, monsieur, madame, le thermicien, la thermicienne, je voudrais non pas faire que mes parois ne fuient plus du tout, parce que là, j'aurais plus besoin de compenser les pertes, puisqu'on chauffe pour compenser les pertes. Donc si je limite 100% de mes pertes, je les élimine, il n'y a plus de pertes, je n'ai plus besoin de chauffer. Mais sur 100%, j'en élimine 80%. Ce serait déjà pas mal. Et on se rendra compte que pour éliminer 80% des pertes, en règle générale, c'est 20-30% de l'investissement total qu'on aurait fait pour en éliminer 100%. Donc, arrêtons de dire je veux une maison BBC, je veux une maison qui soit raisonnable. Et raisonnable, ça s'appelle la loi de Pareto. Et la loi de Pareto, chez nous, elle est importante, la loi de Pareto. Hein. C'est avec 20% de la dépense, de la consommation, de l'investissement, on l'appelle comme on veut, j'ai atteint 80% de ce que j'aurais pu faire si j'avais été parfait. Eh bien, je suis parfait dans le sens où je n'ai pas dépensé trop pour atteindre quelque chose d'extrêmement raisonnable, et ça, c'est déjà très bien. Dans le respect de ce qu'est l'habitat, de ses méthodes constructives, On est totalement d'accord. C'est-à-dire que si on a des maisons en pierre qui ont un enduit au ciment, eh bien, on essaie de voir avec quelqu'un, soi-même déjà, on peut essayer de comprendre. Il y a des gens qui font des vidéos qui en parlent. Hein, ça existe. Mais on peut aussi aller plus loin. On peut faire appel à un professionnel qui a été formé à comprendre ça. Ça s'appelle un habitologue. Donc
Oui. Et qui n'a rien d'autre à vendre que cette prestation. Rien d'autre à vendre que ça. Parce que lorsque vous faites appel à quelqu'un qui a lui-même une prestation, il est spécialiste de l'isolation, il est spécialiste de la ventilation, il est spécialiste de l'étanchéité à l'air, il est spécialiste du chauffage, spécialiste de je ne sais pas quoi, bref. Vous le faites venir en disant écoutez, j'aimerais améliorer ma maison, bah, forcément qu'il va quand même mettre un peu sa solution en avant. Ça semble normal. Hein. Et honnête en plus, parce qu'il sait qu'il peut l'améliorer. Il n'y a quand même pas que des margoulins. Il y a beaucoup plus de gens très sérieux qui parlent de choses. On dit que les renards ne volent pas à côté de leur habitat. Beaucoup d'artisans sont localement implantés. Et voler autour de chez soi, ça ne peut pas fonctionner longtemps. Donc les artisans sont des gens compétents, sérieux, honnêtes pour l'immense majorité. Voilà. C'est pas pour vous faire plaisir les artisans, c'est pour être objectif. Hein. Mais avec la meilleure objectivité possible, forcément que vous y croyez à votre truc. Et c'est normal que vous disiez à quelqu'un, bah là, tu n'es pas bien parce que tu consommes trop, donc moi je peux te diminuer ta consommation. Bah, forcément, il va essayer de vendre ça. Et il serait malhonnête de ne pas le faire, en plus. Hein. Alors que l'habitologue, lui, il arrive, il ne vend rien. Donc, lui, il va essayer de voir où, justement, selon la loi de Pareto, il peut y avoir le meilleur gain pour le moindre investissement. Et le moindre souci. Parce que entre isoler un toit où on intervient depuis l'extérieur sans rien démonter dedans, ou tout réisoler, ou refaire des correcteurs thermiques à l'intérieur, et où on refait toute la déco, bah, on va peut-être avoir le même gain à la sortie, mais on n'a pas le même souci quand l'artisan a tourné les talons. Hein. Donc voilà, et puis ça ne dure pas le même temps. Hein. Donc ça, c'est le travail de l'habitologue. Et donc, il y a effectivement ça que l'on doit faire. Il y a effectivement le côté aussi, en fonction de ma façon de vivre, est-ce que je ne pourrais pas privilégier tel type de chauffage? Si par exemple, je suis là en permanence, j'ai un voisin qui produit du bois, je suis à la campagne, je peux me permettre de faire un feu dans un foyer avec un bon niveau de combustion. Hein. On ne va pas utiliser des appareils d'il y a 50 ans. Hein. Il chauffait, pas terriblement, il polluait pas mal. Hein. Ils étaient assez bons sur ce sujet-là. Eh bien, on va prendre un appareil plus récent avec une post-combustion, etc. Et on va brûler un peu de bois. Et voilà, ça c'est une solution. On peut aller vers de la granule de bois. Hein, si on est comme moi, on se brûle, bon, voilà, on a peur de faire du feu, etc. Bon, bah, après, on passe à la granule de bois. Voilà. Donc, c'est une autre solution. On peut se tourner, si on a un système qui le permet, et là, on a une vidéo sur les pompes à chaleur, donc on vous mettra le lien, on peut peut-être opter pour une pompe à chaleur. Parce qu'il y a des régions, il y a des habitats où on a un historique qui est tout à fait adapté à voir une ancienne chaudière être remplacée par une pompe à chaleur. Il y a d'autres habitats, on ne serait pas tout à fait dans la loi de Pareto quand même. Hein. On n'atteindrait pas 80% des objectifs. Hein. Donc ne parlons pas de l'investissement, on n'aurait même pas le résultat. Donc voilà des pistes qui peuvent être suivies. Et puis après, effectivement, on peut aussi travailler sur les individus. Hein. Donc, travailler sur les individus, c'est comprendre un petit peu son métabolisme, voilà. Son ressenti, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Voilà, si j'ai froid, qu'est-ce qui se passe? Ben, si j'ai froid, c'est parce que je perds de ma chaleur. Et si je perds de ma chaleur, mon organisme me dit, il faut que tu en recaptes. Et pour en recapter, il faut qu'il y en ait autour de toi. Donc, poum, ça c'est vraiment le cerveau reptilien qui fonctionne. Et bah, on tourne la manette des radiateurs. Hein. C'est tellement simple. Hein. Bah, sauf qu'on ouvre en même temps son portefeuille. Hein. Oui, parce qu'on ne chauffe pas que soi, on chauffe tout l'ensemble. Alors, pas seulement le volume, mais surtout les parois, etc. Donc, c'est clair que
Alors, il y a des endroits où on peut faire des travaux prioritairement par rapport à d'autres. C'est par exemple au niveau du toit, où on n'a absolument aucun matériau à l'origine, hormis la tôle ou la tuile ou le zinc, on a vraiment très peu d'épaisseur, on n'a pas d'inertie, on a des capacités de ralentissement des flux de chaleur qui sont quasi inexistants. Et donc là, ça fuit, ça fuit, ça fuit. Donc on va donner la priorité sur le toit. Après, on a les menuiseries, c'est peut-être l'endroit où on peut intervenir le plus facilement pour des difficultés pas énormes et c'est pas donné, mais somme toute, on peut espérer un retour sur investissement assez rapide. Hein, et petit à petit, mais là, c'est vraiment le travail, là, typiquement, d'un habitologue, quoi, hein, franchement. Et quand on voit tout ce que ça peut impliquer de soucis pour faire des travaux, parce qu'il faut trouver le bon artisan, il faut être sûr de son choix, il va falloir subir les travaux. Les subir dans le sens où on va en tirer une jouissance, mais il faut qu'ils soient réalisés. Et c'est quand même un handicap pendant qu'on fait des travaux chez soi. Hein. Il va falloir les payer. Hein. Et c'est difficile d'être certain de ce qu'on doit faire. Parce que tous les habitats sont différents. Je ne connais pas deux maisons absolument identiques. Même si elles ont été construites à l'identique au départ. Il y a 50 ans, il y en a une qui a eu des travaux de fait d'une façon, d'autres des travaux de fait d'une autre façon. Il y en a une qui a eu ses menuiseries qui ont été entretenues, l'autre ça n'a pas été le cas. Il y en a une, on a changé 3 fois la chaudière, l'autre elle est encore avec sa chaudière d'il y a 30 ou 40 ans. Oui, ok, ils ont la même architecture. Non, ce n'est pas les mêmes contraintes de départ. Il y en a une qui a reçu de l'enduit ciment sur des murs en pierre ou en pisé, une autre, ça n'a pas été le cas. On a des occupants qui craignent plus ou moins le froid ou le chaud, qui ont des envies ou des moyens financiers différents et des capacités, chacun a une capacité à faire une chose ou pas du tout. Donc on a des gens, ils sont nés avec 2 mains droites, c'est magnifique, et puis il y en a, ils sont nés avec 2 mains gauches, ils n'ont pas les mêmes capacités. Donc à un moment donné, peut-être que l'un va devoir faire plus appel à des artisans que l'autre, etc. Donc, mais dans tous les cas, on y revient à la question de départ. Est-ce qu'avec une maison ancienne, je peux arriver à un niveau BBC? Oui. Est-ce que c'est raisonnable? Probablement jamais. Jamais? Probablement. Je ne dirais pas jamais, jamais de façon absolue. Il y a peut-être des maisons qui s'y prêtent plus que d'autres. Il y a des maisons qui s'approchent plus que d'autres à être à un niveau BBC. Mais si, par maison ancienne, on raisonne maisons qui ont plus de 20 ans, et je ne vais pas remonter très loin, hein, maisons qui ont plus de 20 ans. Moi, j'ai été constructeur au début des années 2000, je n'étais plus constructeur. Mais dans les années 90, j'ai été constructeur. Je suis au courant de ce qu'était la RT 2012, par exemple. Une RT 2012, c'est pas rare de trouver des maisons qui fuient de telle sorte qu'on ait 80-100 kWh de besoin de compensation par mètre carré habitable pour les chauffer. Ces maisons-là, est-ce que c'est raisonnable de vouloir les amener à 25 ou 20 ou 30 ? À un moment donné, déjà, divisons par 2. Ça sera déjà un joli score. De 100, passer à 50, sans avoir à dépenser non plus des fortunes, mais sans non plus... Parce que moi, je suis quand même assez surpris que les autorités de tutelle, beaucoup de gens qui font des calculs, des gens qui ont fait des études, ne raisonnent que sur les économies d'énergie à l'exploitation, en considérant que pour la réalisation, c'est pas grave, puisque de toute façon, ça permet d'en économiser. Oui, mais si ça en a consommé plus en amont, ça ne permettra jamais d'en économiser en aval,
Et ça n'est jamais abordé. Si en plus la durée de vie imaginée est bien Oui, anticipée, est bien ou promise, ou oui, réalisée. on nous a dit, bah, tu vas voir, ça va durer tant de temps, etc. Bon, ouais, promesse, promesse. Alors, il n'y a pas que les Gascons qui font des promesses de Gascons, hein. Il y en a d'autres, hein. Mais des fois, ils font des promesses aussi en étant certains, pour revenir aux pompes à chaleur, sans incriminer, mais actuellement, ils s'en vendent beaucoup. Et ils s'en vont dans des situations où elles auraient pu durer 20 ans. Mais on les met en situation de faire face à des contraintes pour lesquelles elles n'ont pas été conçues. Et si elles durent 8 ou 10 ans, ben ça sera déjà pas mal. Et est-ce qu'elles auront permis d'économiser autant d'énergie en 8 ou 10 ans qu'elles en auront consommé pour leur fabrication, leur entretien et leur recyclage? Pas sûr. Donc oui, il y a toutes ces questions-là à se poser. Donc moi, franchement, mon mot préféré, c'est pertinent. Mais restons pertinents et ça sera déjà pas mal. Oui, alors peut-être toi, Geoffrey, tu as d'autres questions ou d'autres points que tu aimerais approfondir ou... Ben, moi, j'aime bien aller sur des choses assez concrètes, mais comme tous les cas sont vraiment particuliers et que chaque bâtiment étant différent, chaque habitant aussi a un ressenti différent, Des attentes, des attentes aussi, des moyens, des habitudes, oui, 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 oui. et des choses où on est prêt à faire des sacrifices, d'autres non. Absolument. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Ouais. Et c'est compliqué de dire... en fait, plus je m'y intéresse, plus je comprends, plus tu m'expliques de choses, plus je me dis que de dire bah, la solution c'est d'isoler forcément en mettant tant de centimètres avec un R de temps et puis de changer en mettant une pompe à chaleur. Je me dis mais sur toutes les variétés de maisons qu'on peut voir, de penser comme ça, c'est quand même assez dangereux. C'est non seulement dangereux, mais c'est parfois contre-productif. Parce que quand on veut avoir une solution universelle sur des choses qui sont tellement différentes les unes des autres, à un moment donné, on est contre-productif parce que on s'oriente vers une solution unique ou une ou deux ou trois solutions standards et on passe à côté de moins standards, mais des fois plus simples, moins onéreux, tout aussi efficaces, plus durables et plus respectueux de l'environnement. Donc, oui, autant de maisons, même pas de maisons, autant de projets, autant de cas différents. La même maison vendue par un agent immobilier à un individu A ou un individu B, ben, ce n'est pas le même produit pour le A que pour le B. Ce ne sera pas les mêmes attentes, ce ne seront pas les mêmes contraintes. Bien sûr. Et donc, moi, on me dit souvent, enfin pas souvent, mais dans les commentaires de temps en temps, mais il n'y a qu'à. Ah, j'ai horreur. Il n'y a qu'à. Eh bien non, il n'y a pas qu'à. Ou alors si, il n'y a qu'à se poser les bonnes questions. Et là, on aura déjà fait un bon bout de chemin, à savoir aussi que dans la rénovation, dans la recherche de performance énergétique, tout le temps que l'on passe à réfléchir, à se poser justement les bonnes questions et à nourrir ses doutes. Parce que celui qui n'a pas de doute et qui, dès le départ, sait ce qu'il faut faire, il a de grandes chances de faire fausse route. Hein. Vraiment de très grandes chances. Donc, il faut prendre du recul, prendre du temps, ne pas se dire que ce qui a été fait chez le voisin, c'est la bonne solution. Ne pas se dire que ce qu'a fait le beau-frère est la bonne solution. Ne pas se dire que le dernier artisan qui est venu et qui nous a causé a la bonne solution. Des fois, c'est le cas, hein. Pas non plus. Hein. Mais donc, bien se dire, plus je suis pressé, plus je dois prendre mon temps pour réfléchir. Quoi. Eh ben, écoute,
Ça sera le mot de la fin. Joli mot de la fin. Merci Claude et à bientôt. À une autre aventure. À une autre On aventure. va en trouver d'autres. Oh, c'est Hein? clair. Ok. Salut Geoffrey. Salut Claude.